tous et merci d'être parmi nous pour ce premier webinaire issu du PNDS drépanocytaire enfants. Donc c'est le premier webinaire d'une série de 5 webinaires qui se dérouleront tout au long de l'année. Donc le premier, c'est sur les infections ostéo-articulaires chez l'enfant drépanocytaire et le prochain aura lieu fin juin. Donc suivez-nous sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à aller sur notre site internet pour suivre toutes nos actualités. Et puis je vais passer la parole au docteur Marie-Hélène Audièvre pour l'introduction à ce webinaire. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, on va commencer le topo. Je vais faire la première partie et mes collègues, professeur Laureau et docteur Marie vont terminer. Alors, pour débuter, 3 cas cliniques. Le premier cas clinique concerne une petite fille âgée de 4 ans, drépanocytaire SS, qui a, dans ses antécédents, été hospitalisée déjà à 6 reprises pour des crises vaso-occlusives. Elle a déjà fait une séquestration splénique et a une splénomégalie à 4 cm. Ses vaccinations sont à jour. Elle a un traitement de fond par Auracilline. Son histoire débute donc le 9 janvier par un édème douloureux de la main gauche, sans fièvre. Elle rentre du Mali le 10 janvier et elle consulte donc aux urgences de Trousseau aussitôt après son arrivée. Elle a à ce moment-là une hémoglobine à 8, des réticulocytes à 472 000, une CRP à 47 et elle est hospitalisée d'emblée. Vous voyez là sur la diapo sa radio de la main qui a été faite à son arrivée le 10 janvier, qui est normale, pas de fracture, pas d'anomalie des parties molles, et une échographie de la main qui est faite également devant l'édème douloureux de la main, qui retrouve une infiltration non collectée des tissus mous de la face dorsale de la main gauche, non spécifique, et une absence d'épanchement intra-articulaire. Donc, quel est votre diagnostic et quelle est votre prise en charge? Et donc, elle est hospitalisée pour une crise vaso-occlusive de la main gauche au retour du Mali. Elle est traitée par hyperhydratation, nalbuphine et céfotaxime. Son évolution durant l'hospitalisation, donc à J4, le 13 janvier, elle a une CRP à 84, elle va plutôt bien. On arrête le céfotaxime devant l'évolution clinique favorable. À J9, il y a une nette diminution de l'édème de la main gauche, pas de douleur, une CRP à 12, et donc elle sort d'hospitalisation, elle rentre à domicile. À J12, donc 3 jours après la sortie, elle était reconvoquée en consultation post-hospitalisation à visée systématique. Là, il est constaté un édème de la main gauche qui est stable par rapport à la sortie, mais qui est sensible à la palpation. Elle n'a toujours pas de fièvre. La douleur est modérée, elle est soulagée par le paracétamol. Elle a une CRP à 22. Donc, à ce moment-là, quel est votre diagnostic et votre prise en charge? Et ben donc, c'est une persistance, en fait, de l'édème de la main gauche à plus de J10 d'évolution. Donc, c'est une mauvaise évolution de la crise vaso-occlusive. Et donc, dans ce cas-là, il faut penser à une ostéomyélite aiguë surajoutée à la crise vaso-occlusive qui n'évolue donc pas favorablement. Devant ce tableau de suspicion d'ostéomyélite, elle est réhospitalisée, mais on ne lui administre pas d'antibiotiques en urgence devant l'absence de sepsis. L'évolution ultérieure, donc le lendemain de l'hospitalisation, on lui refait une radio et une échographie. La radio de la main gauche montre cette fois-ci l'apparition de lésions ostéolytiques corticomédulaires mitées, centrées donc sur la diaphyse du 3e métaphyse et étendues à la métaphyse distale. Et l'échographie retrouve toujours l'infiltration hypoéchogène hétérogène sans aspect collecté des tissus mous et absence d'épanchement intra-articulaire significatif. Vous voyez donc son IRM qu'on a fait à J14 et qui montre l'atteinte ischémique aiguë de la moelle osseuse au niveau du 3e métacarpien, ainsi qu'une collection liquidienne sous périostée circonférentielle et une importante infiltration des tissus mous adjacents sans collection. L'évolution ultérieure, donc à J15, elle passe au bloc pour une biopsie du 3e métacarpien de la main gauche, évacuation de la collection, ténosynovectomie des muscles extenseurs du poignet, et la bactériologie va ramener une salmonelle multisensible. Après le bloc, on reprend donc les antibiotiques avec du céfotaxime à 300 mg kg jour pendant 7 jours, et ensuite un relais oral
avec de la ciprofloxacine pour une durée totale de 6 semaines. Elle a une évolution clinique très favorable. Et donc, on conclut à une ostéomyélite aiguë du 3e métacarpien de la main gauche à salmonelle chez une enfant qui revenait du Mali. Vous voyez une radio qui a été faite beaucoup plus tardivement au cours du suivi, donc à J34, avec une majoration de l'astreinte ostéolytique corticomédulaire mitée, toujours centrée sur la diaphyse, avec un aspect soufflant et qui est étendu à la métaphyse distale. Pas de nouvelle localisation. Donc, en résumé, pour ce cas clinique, il s'agit d'une mauvaise évolution d'une crise vaso-occlusive qui donc a révélé une ostéomyélite aiguë surajoutée à la crise vaso-occlusive. Les messages: en cas de mauvaise évolution d'une CVO à plus de J2, il faut penser à l'ostéomyélite aiguë. Et un autre message, c'est l'apparition retardée des anomalies sur les radiographies standards. Donc, en général, elles apparaissent après 8 jours d'évolution. Et ces anomalies peuvent persister longtemps, notamment après J30, et ne doivent pas faire inquiéter. C'est l'évolution naturelle radiologique. Le deuxième cas clinique concerne une jeune fille de 9 ans, drépanocytaire SS, qui a été hospitalisée déjà à de nombreuses reprises pour des crises vaso-occlusives abdominales. Elle est cholécystectomisée, ses vaccins sont à jour, elle est sous traitement par auracilline et cyclose. Son histoire, donc le 1er mars à J0, elle présente des douleurs des 2 membres inférieurs sans fièvre. Elle consulte aux urgences immédiatement, elle est hospitalisée. À ce moment-là, elle a une hémoglobine à 8,5, diurétique à 347 000 et la CRP n'a pas été faite. Donc, quel est votre diagnostic et votre prise en charge? Et ben donc, elle est hospitalisée pour une crise vaso-occlusive des membres inférieurs. Elle est traitée comme telle avec une hyperhydratation et de la PCA de morphine puisqu'elle est très douloureuse. L'évolution, donc à J2, elle présente un pic de fièvre à 38 avec une élévation de la CRP à 138. Elle est mise sous amoxicilline Peros. À J4, il y a une majoration de la douleur de la cuisse droite qui se localise vraiment à la cuisse droite avec un édème local, persistance de la fièvre. À ce moment-là, elle est mise sous céfotaxime à 300 mg kg jour et on lui fait une écho de la cuisse à J4 et qui montre un décollement périosté de la face médiale du fémur droit qui mesure environ 18 mm avec une infiltration des tissus mous en regard. À J6, elle déglobulise un petit peu, elle est transfusée, on lui refait une échographie de la cuisse et là, on constate une majoration de sa collection qui mesure maintenant 36 mm. La radio que vous voyez ne montre pas d'anomalie particulière. Donc, quel est votre diagnostic et votre prise en charge? Et ben donc, c'est une crise vaso-occlusive de la cuisse avec une collection sous périostée du fémur. Il n'y a pas d'indication chirurgicale immédiate car la douleur est actuellement contrôlée. On poursuit le traitement de la crise avec l'hyperhydratation, la PCA de morphine et le céfotaxime et on surveille l'évolution clinique. L'évolution va être favorable avec à J8 une amélioration clinique, une reprise de la marche et l'absence de douleur. Et à J9, on la passe en RCP cryorac pour décider ou non de l'arrêt du céfotaxime. Et il est décidé à cette RCP d'arrêter le céfotaxime devant l'évolution clinique rapidement favorable et de faire une IRM. L'IRM que vous voyez là à J10 montre la collection sous-périostée médio-diaphysaire fémorale droite en regard d'une plage d'ischémie osseuse. Il n'y a pas d'érosion corticale, pas d'abcès intraosseux. Donc, au total, c'est une collection sous-périostée du fémur droit qui était en faveur d'une crise vaso-occlusive puisqu'elle était de localisation diaphysaire. L'édème osseux associé était également diaphysaire, donc c'était peu en faveur d'une ostéomyélite aiguë, puisque dans les cas d'ostéomyélite aiguë, on a habituellement des anomalies plutôt métaphysaires avec une extension possible au niveau de la diaphyse. Donc, en résumé, c'était une crise vaso-occlusive compliquée d'une collection sous-périostée diaphysaire. Les messages à retenir, c'est les arguments en faveur d'une crise vaso-occlusive, c'est l'évolution rapidement favorable sous traitement de la crise et les anomalies osseuses, que ce soit de l'ischémie ou de l'œdème ou une collection, sont diaphysaires.
En faveur d'une ostéomyélite aiguë infectieuse, c'est plutôt la localisation qui est d'abord métaphysaire avec une extension possible diaphysaire. Et ce qu'il faut retenir également, c'est que la chirurgie est non indispensable si l'évolution clinique est favorable, comme ce qui était le cas pour notre patient. Le troisième cas clinique, c'est une jeune fille de 9 ans qui a une drépanocytose SC, qui a déjà été hospitalisée pour des crises vaso-occlusives, une ablation des végétations. Ses vaccinations sont à jour. Elle a un traitement par oracyline, une hémoglobine de base aux alentours de 10 grammes. Et son histoire, donc elle est en vacances au mois d'août. Le 21 août, elle présente une douleur de la jambe droite après une baignade. Le 24 août, elle consulte aux urgences de l'hôpital de son lieu de vacances pour des douleurs cette fois-ci multifocales, membre supérieur, jambe droite, sternum, sans fièvre. Elle est hospitalisée donc dans son hôpital sur son lieu de vacances avec une hospitalisation assez longue pour une CVO multifocale. Elle a une hémoglobine à 10 grammes 4, diurétique à 95 000. La CRP n'est pas faite. Elle est traitée par PCA de morphine, donc pour une durée prolongée, pendant 14 jours, et elle bénéficie d'une saignée devant l'hyperalgie malgré la PCA qui était à dose optimale. Au bout de cette hospitalisation, elle est transférée en Île-de-France dans son hôpital de proximité parce que la douleur persiste au niveau de la cuisse. Elle rentre à domicile parce que cette douleur finalement est contrôlée avec des antalgiques de palier 1 et 2 et elle reconsulte le 19 septembre, donc 8 jours après, toujours dans son hôpital de proximité parce que la douleur de la cuisse persiste toujours. À ce moment-là, elle est extrêmement douloureuse, sa hanche elle est non mobilisable en raison de la douleur intense. Elle n'a pas de fièvre, une hémoglobine à 9 grammes 7, une CRP à 63. Elle est traitée par PCA de morphine et kétamine. L'hôpital appelle un interne d'orthopédie qui conclut à l'absence d'indication à une ponction ni à une traction et qu'il s'agit d'une probable CVO. Vous voyez sa radio de bassin à ce moment-là, donc le 19 septembre à J26, qui est normale. Le profil n'a pas été réalisé en raison de l'hyperalgie. Et l'échographie de hanche retrouve un épanchement intra-articulaire de 8 mm. Donc, quel est votre diagnostic et votre prise en charge? Et donc, il est conclu à une CVO hyperalgique avec un épanchement intra-articulaire de la hanche gauche, probablement donc une arthrite de hanche gauche. Et la prise en charge, c'est un transfert en orthopédie dans un centre expert pour une ponction lavage de la hanche gauche. L'évolution, donc le transfert n'a pas été effectué immédiatement et à J29, elle présente un pic de fièvre à 38,3. C'est la première fois qu'elle a de la fièvre. Une CRP à 209. Cette fois-ci, l'orthopédiste est rappelé qui dit cette fois-ci indication à une ponction, mais pas de possibilité de transfert dans la nuit, donc on la met sous céfotaxime. Et le lendemain, elle est transférée à Trousseau avec comme pour motif de transfert une hyperalgie non contrôlée. L'échographie qui est réalisée à son arrivée à Trousseau retrouve l'épanchement intra-articulaire de la hanche gauche, cette fois-ci avec une épaisseur à 17 mm. Donc, quel est votre diagnostic et votre prise en charge? Et ben donc, c'est toujours une arthrite de hanche gauche et la prise en charge est urgente. Il s'agit de faire une ponction lavage de la hanche gauche en urgence. Donc, c'est ce qui est fait. Donc, le jour même, elle passe au bloc. La ponction de la hanche retrouve un liquide purulent et cette petite va être réopérée à 2 reprises ensuite puisque à J32, elle est toujours douloureuse. On refait une écho, il y a toujours un épanchement. Elle est reprise au bloc, donc à J33 pour sa douleur et une CRP qui est à 270. Cette fois-ci, elle a pas simplement une ponction, mais une arthrotomie qui retrouve à nouveau du pus franc avec une tête fémorale d'allure saine. Et elle est reprise au bloc encore à J38 pour une douleur persistante. Elle a de nouveau une arthrotomie. Cette fois-ci, il n'y a pas de pus, mais il y a une synoviale inflammatoire et le cartilage de la tête fémorale qui commence à être jaune. La bactério est négative, mais l'ARN 16S revient positive à Streptococcus pneumoniae. Elle a été au total transfusée une fois, elle a eu 2 échanges transfusionnels et elle a finalement une évolution favorable qui permet le relais par l'amoxicilline péros le 10 octobre pour une durée de 6 semaines puisqu'on a identifié un Streptococcus pneumoniae donc qui est sensible à l'amoxicilline. Et finalement, elle rentre au domicile à J53 de son évolution de sa CVO
puis arthrite de hanche. L'évolution ultérieure, à M3, donc à 3 mois, elle est revue en consultation d'infectiologie à Trousseau. Elle a de nouveau des douleurs de hanche gauche depuis quelques jours avec une hanche difficilement mobilisable. Elle a une CRP négative. Là, vous voyez sa radio de bassin qui est faite donc à M3, qui retrouve une ostéolyse mal limitée du grand trochanter de la tête et du col fémoral gauche, avec une ostéocondensation d'allure réactionnelle à la partie supéro-externe de la tête fémorale gauche et un pincement de l'articulation coxo-fémorale gauche. Donc, quel est votre diagnostic et votre prise en charge? Eh ben, donc, c'est une ostéonécrose de hanche gauche, qui est une complication, en fait, de l'arthrite de hanche. L'IRM du bassin va confirmer l'ostéonécrose de hanche gauche et cette jeune fille va être mise en centre de rééducation pour mise en décharge complète parce qu'elle a un risque fracturaire à cause de la lyse importante et une traction à visée antalgique. Donc en résumé, ce cas clinique était une CVO hyperalgique traînante qui a révélé du coup une arthrite de hanche. Les messages, tout épanchement articulaire de hanche, il faut penser à l'arthrite de hanche. Les arguments en faveur d'une arthrite plutôt que d'une CVO, c'est l'hyperalgie et ça peut être également la taille de l'épanchement. L'arthrite de hanche nécessite en fait une prise en charge chirurgicale en extrême urgence par ponction lavage, puisqu'il y a un pronostic fonctionnel qui peut être majeur sur cette hanche, comme on vient de le voir dans ce cas clinique. Là, donc, je vais reprendre la parole. Donc, alors, l'infection statulaire du patient de drépanocytaire, comment ça marche? Alors, comme dans toutes les infections staticulaires, les bactéries chez l'enfant sont véhiculées par voie hématogène. L'infection de la métaphyse va générer une ostéomyélite et l'infection de la synoviale, une arthrite septique. Alors, le patient drépanocytaire présente plusieurs facteurs favorisant l'infection, puisque la falciformation et l'adhésion excessive des hématies vont induire une occlusion vasculaire, une ischémie osseuse chronique et aiguë, des phénomènes inflammatoires et une destruction osseuse. Ces patients sont également vulnérables aux bactéries du fait de l'asplénie fonctionnelle, cystose infarctus, déficit de l'activité de complément et l'hyperméabilité digestive. Vous voyez donc ici sur ce schéma, on voit la métaphyse très fortement vascularisée, donc les bactéries vont aller se fixer sur ces boucles vasculaires où le flux vasculaire est diminué. L'infection starticulaire, c'est la complication infectieuse majoritaire chez ces patients, avec chez ces patients une prévalence élevée de l'ostéomyélite, qu'elle soit aiguë et chronique, qui va de 12 à 17,8%. Elle est également plus fréquente chez des patients jeunes de moins de 20 ans. L'infection peut toucher tous les os avec toujours une préposition pour le membre inférieur, le fémur, mais également l'humérus, le métacarpe, les vertèbres, et elle peut être multifocale puisque l'infection a la particularité de se greffer sur des zones de crise vaso-occlusive osseuse. Les bactéries majoritaires sont, vous le savez, les salmonelles, les entérobactéries, dont les salmonelles, qui est très majoritaire, et puis ne pas oublier le staphylocoque doré. Aux USA et en Europe, salmonelle est largement majoritaire, responsable 60-70% des cas, et ensuite on a le staphylocoque doré, et puis le pneumocoque a beaucoup diminué suite à la vaccination de tous les nourrissons à partir de l'âge de 2 mois. En Afrique subsaharienne et au Moyen-Orient, c'est le staphylocoque doré qui est majoritaire, mais on retrouve également d'autres entérobactéries, Serratia, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, qui sont des bactéries qui peuvent être transmises de manière nosocomiale. Et on ne pas oublier toujours la tuberculose, qui est également possible chez ces patients qui sont exposés. Donc effectivement, on a des séries avec des infections statulaires chez les patients drépanocytaires qui sont liées à des bactéries multirésistantes, voire des bactéries ultra-résistantes aux antibiotiques et qui peuvent être des bactéries acquises de transmission nosocomiale lors des soins à l'hôpital ou en fait par infection des portes d'entrée des cathéters veineux périphériques. Alors, un problème très fréquent, vous l'avez vu avec les cas cliniques qu'on vous a choisis, c'est vraiment fréquent et c'est difficile chez l'enfant drépanocytaire qui vient pour des douleurs, c'est éliminer une infection starticulaire, puisque une crise osseuse douloureuse
simple, c'est-à-dire un équivalent d'infarctus osseux, peut être fébrile et peut aussi être suivi de signes inflammatoires cliniques et biologiques. Et que infarctus osseux et infection se favorisent. C'est-à-dire que l'infection osseuse du drépanocytaire va toucher des zones qui sont ischémiques et on va le voir un petit peu plus tard. Oui. Effectivement, la présentation C'est un myélome. infection articulaire et crise vaso-occlusive Ça, je sais pas. est similaire. Ces deux maladies peuvent être accompagnées de fièvre. La douleur peut Je être sais pas pourquoi il avait aiguë. été vu après à l'hôpital 2 jours, je crois. On peut avoir des Je sais pas. La biologie également va pas tellement vous aider parce qu'elle est très similaire dans les deux cas. La CRP peut être élevée dans les deux cas, ou normale, ou peu élevée. La polynucléose également peut être élevée dans les deux situations. Alors, l'imagerie va aider, mais ne va pas avoir forcément tranché. Alors, n'oubliez pas qu'en cas d'ostéomyélite, la radio du site touché, elle est normale à la phase initiale. Hein. Oui. L'échographie peut montrer un épanchement, mais ne pourra pas dire si c'est de nature infectieuse ou vaso-occlusive. La scintigraphie osseuse, pour le coup, chez le patient drépanocytaire, n'est pas utile parce qu'elle risque de vous montrer des zones d'hypoperfusion osseuse qui vont pas trop vous aider et vous allez être en difficulté. Le scanner est généralement inutile à la phase aiguë d'une infection articulaire parce que le scanner ne visualise pas l'œdème osseux. Par contre, il peut aider dans certaines situations, en particulier pour mieux visualiser une collection profonde, une collection sous périostée, et éventuellement guider le geste chirurgical si on en a besoin, et en particulier si on n'a pas d'IRM accessible. Mais le scanner ne montrera pas l'œdème osseux, hein, ni l'infarctus osseux, à la phase initiale. L'IRM, elle est rarement nécessaire en urgence et certainement ne doit pas retarder la décision chirurgicale. Elle permet le diagnostic de l'œdème osseux, de l'infarctus osseux, mais ne va pas pouvoir dire devant des lésions osseuses s'il s'agit d'une infection articulaire ou de lésions ischémiques dues à la crise vaso-occlusive. Elle va quand même préciser la localisation de l'atteinte et son étendue. Et vous avez vu sur le deuxième cas, la localisation diaphysaire exclusive et bien sûr, concordant avec la bonne évolution rapide du patient, nous a permis d'arrêter l'antibiothérapie. Voilà. Et n'oubliez pas, effectivement, l'IRM peut poser, on peut avoir des problèmes d'accessibilité chez l'enfant et chez le jeune enfant, elle peut nécessiter une sédation. Alors, quels examens faire en urgence? Bon, dans tous les cas, on va faire une numération, une CRP, 2 hémocultures. Hein. Vous avez vu, les hémocultures peuvent nous aider parce que si l'hémoculture va pousser, bien entendu, ça aide considérablement au diagnostic. Hein. Donc, 2 hémocultures en flacon aérobie. L'imagerie, on va faire une radiographie de la zone atteinte. Des échographies comparatives peuvent être utiles si on a un doute clinique sur une arthrite ou si on veut visualiser une collection sous périostée, bien préciser au radiologue ce que vous cherchez. Et vraiment, retenez que les radiographies initiales seront normales et que s'il y a des anomalies qui apparaissent, elles seront retardées après 8 à 10 jours d'évolution, comme on a vu pour la petite avec son ostéomyélite du métacarpe, avec les anomalies peuvent être des appositions périostées, une ostéolyse, ou voire une ostéoporose paumée dans les cas les moins importants. Les radios vont également être utiles pour le suivi. Hein, donc, ne pas oublier qu'on suspecte une infection, de refaire la radio dans un second temps et on les fera ensuite tout au long du suivi pour vérifier qu'elles se normalisent progressivement. En cas de suspicion d'ostéomyélite, par contre, comme on a vu que la suspicion, elle était clinique et que les radios et l'échographie ne va pas nous aider à la phase initiale, on va faire une IRM dans les premiers jours, mais encore une fois, l'IRM va vous dire il y a des anomalies, mais est-ce que c'est infectieux, est-ce que c'est vaso-occlusif? On ne peut pas forcément trancher. Alors, par contre, vous le savez, les CVO sont très fréquentes et quand même, les infections sont plus rares. Hein. Il y a une étude réalisée aux USA qui montrait que quand même, il y avait seulement une ostéomyélite pour 50 crises vaso-occlusives osseuses. Hein, donc, ça reste un diagnostic rare, l'ostéomyélite, mais vous l'avez vu aussi, il faut quand même y penser parce que l'évolution peut être grave. En faveur d'une infection ostéo-articulaire, quand même, le sepsis initial, d'où l'intérêt des hémocultures.
La fièvre, certaines études ont trouvé aussi le fait que la fièvre qui précédait les douleurs osseuses ou articulaires peut être un argument pour une étiologie infectieuse. Le caractère unifocal aussi, hein, une douleur qui va rester localisée et surtout longtemps localisée à un site infectieux. Et bien sûr, la mauvaise évolution d'une crise vaso-occlusive sous traitement adapté, ça c'est vraiment actuellement, c'est vraiment ça qui va nous guider. Hein, c'est-à-dire qu'on a une crise vaso-occlusive, on met en place tout le traitement et en fait ça n'évolue pas comme on voulait. Et là, on va effectivement suspecter qu'il y a un problème en plus. Hein. Voilà. Donc effectivement, le diagnostic certain d'une infection, c'est la positivité des examens bactériaux. Hein, donc toujours 2 hémocultures avant de débuter antibiothérapie chez le drépanocytaire. Respecter les volumes de sang dans le flacon d'hémoculture. La ponction articulaire, la collection périostée va être également nécessaire s'il y a un épanchement significatif. Voilà. Mais le diagnostic d'infection articulaire n'est pas éliminé par la mégavectivité des cultures des prélèvements, surtout si ceux-ci ont été effectués après avoir débuté les antibiotiques. Alors, CVO ou infection articulaire, donc dans un premier temps, de toute façon, traiter la crise, antalgique, réhydratation et surveiller l'évolution. Si l'amélioration est rapide, en 48 heures, on est clairement sur une crise vaso-occlusive, vous avez l'habitude. S'il n'y a pas d'amélioration, on commence à se demander ce qui se passe, faire les premiers bilans, des radiographies, une échographie, des prélèvements, refaire les hémocultures, surtout les faire avant antibiotiques, et puis discuter s'il y a une connexion, d'une nécessité de faire une ponction d'un abscesse périosté ou d'une arthrite. Et puis, on va débuter les antibiotiques par voie IV. Alors, Pierre, comment contacter l'orthopédiste? Tu as déjà dit beaucoup de choses. En fait, nous, qu'est-ce qu'on sait faire en orthopédie? Eh ben, on sait fonctionner et on sait laver et drainer les épanchements, qu'ils soient articulaires ou sous périostés. Ce qui est vraiment urgent, c'est les arthrites, parce que ça lit beaucoup les hanches, enfin les articulations, on va venir là-dessus. Ce qui est moins urgent, c'est quand on a une CVO qui évolue pas bien, de se dire à ce moment-là, est-ce qu'on a une raison que ça n'évolue pas bien, donc chercher l'épanchement articulaire, la collection sous périostée. Tous ces gestes-là, chez les enfants, ça se fait sous anesthésie générale. C'est pas uniquement un point de vue pour pas faire souffrir, mais c'est aussi pour faire ça dans des conditions d'asepsie correctes, où ça se fait au bloc opératoire, dans de bonnes conditions, pour éviter éventuellement d'infecter quelqu'un qui était le truc très important sur le plan clinique aussi, c'est que l'arthrite, ça fait très mal. Donc c'est un truc qui oriente l'importance de la douleur et surtout la difficulté à mobiliser l'articulation en question. Hello. L'intérêt de ponctionner Je suis remonté dans le bureau. de faire les qu'elles soient articulaires ou celle d'un abscesse diminuer la douleur. D'accord, j'attendais les... Elle est liée mise en tension de les arthrites, d'accord. mise en tension du période dans les abscesses ou périostes. Et puis évidemment, ça va donner un argument sur la du cul. On aura un argument pour dire que c'est vraiment une infection. D'accord. Tous les prélèvements bactériaux et de débuter l'antibiothérapie dans des bonnes conditions. Pourquoi c'est encore plus important au niveau de la hanche? Parce qu'en fait, la hanche est mal vascularisée. Il y a une vascularisation qui est en arbre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de récurrence. Et donc, s'il y a un endroit où c'est mal vascularisé, ça ne peut pas se revasculariser par ailleurs. Donc, c'est pour ça que l'épanchement articulaire, il est toxique par plein de mécanismes. D'abord parce que il abîme, il va comprimer, il va mettre de la tension dans l'articulation. Et en même temps, il y a un vrai risque d'abîmer l'artère circonflexe postérieure. Donc c'est pour ça que c'est encore plus grave sur la hanche. Et puis la hanche, c'est quand même une articulation essentielle pour la marche. Et si au bout d'un moment on crée une ischémie, on augmente le risque de nécrose dans le cadre des arthrites. Alors, donc le PNDS a fait des modifications vis-à-vis de ce qui était recommandé de manière avant ces recommandations. Donc, en cas de forte suspicion d'infection articulaire à la phase aiguë ou en cas de sepsis, bien sûr,
On débute une antibiothérapie intraveineuse en urgence après 2 hémocultures. On cible donc les bacilles gram négatifs, dont la salmonelle, le pneumocoque, le staphylocoque doré. Et c'est le céfotaxime qui est utilisé, comme habituellement, mais avec des posologies qui sont très élevées, 300 mg kg jour en 4 injections intraveineuses. Et on ne met pas de ciprofloxacine en traitement antibiotique intraveineux probabiliste, puisque cette molécule va être réservée au traitement oral de relais avec surantibiogramme si nécessaire. Hein. Et dans tous les cas, traiter la CVO qui est toujours associée. Hein, donc, en fait, c'est pas infection ou crise vaso-occlusive, c'est clairement crise vaso-occlusive ou crise vaso-occlusive et infection. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Donc, toujours hyperhydratation antalgique. Simplement, oui, il n'y a pas de nécessité de faire une transfusion ou un échange s'il y a une simple ponction ou une arthrotomie, parce que ce sont des gestes chirurgicaux qui sont de courte durée. Par contre, s'il y a l'anémie, bien sûr, ça peut être... On réservera transfusion échange que s'il y a un acte chirurgical qui le risque doit être évalué avec le médecin spécialiste de la drépanocytose, avec l'anesthésiste et le chirurgien en fonction de la durée. Alors, donc, en plus des difficultés diagnostiques, les infections chez les patients drépanocytaires posent des problèmes pour l'administration des antibiotiques, du fait de caractéristiques de pharmacocinétique des antibiotiques qui sont clairement modifiées chez ces patients. Hein. L'hyperfiltration glomérulaire, qui est présente chez presque tous les patients drépanocytaires, qui est majorée par l'hyperhydratation, c'est que si vous utilisez des dosages habituels, les posologies standards des antibiotiques, on est clairement en sous-dosage. Et ça a été démontré pour les bêta-lactamines en particulier. Et il faut donc utiliser des posologies élevées d'antibiotiques. Donc, il y a plusieurs études qui ont été effectuées chez les patients drépanocytaires. Une avec le céfotaxime, et c'est sur cette étude-là qu'on s'est basé pour demander d'augmenter la posologie céfotaxime. Mais c'est également vrai pour la ciprofloxacine. Les posologies de ciprofloxacine sont plus élevées chez les patients drépanocytaires. Chez ces patients, il est souvent utile de monitorer les antibiotiques, c'est-à-dire de faire des dosages sériques des antibiotiques, surtout lorsqu'on a affaire à une infection grave ou avec des germes présentant des résistances. Et on peut avoir recours aux perfusions continues, donc une antibiothérapie délicate, donc n'hésitez pas à faire appel à vos équipes d'infectiologie avec qui vous travaillez. Le deuxième difficulté, c'est que on a dit que infection se surajoute à crise vaso-occlusive, donc lésion ischémique, et que bien entendu, s'il y a ischémie osseuse, il n'y a pas de sang qui arrive dans ces zones osseuses et il n'y a pas d'antibiotiques non plus. Donc on est deuxième facteur négatif, d'où l'intérêt bien sûr de bien traiter cette crise vaso-occlusive pour favoriser les actions des antibiotiques. Le troisième difficulté, c'est clairement la résistance aux antibiotiques de certaines bactéries qui peuvent être responsables de ces infections chez ces patients, qui peuvent effectivement être responsables de grosses difficultés. Alors, tout ça, ça a des conséquences sur le plan orthopédique qui sont graves et qui sont directement en rapport avec le retard diagnostique. 3 types: ostéomyélite chronique, on va revenir là-dessus. Nécrose osseuse, j'en ai déjà un petit peu parlé, en abîmant la tête fémorale, la tête humérale, et c'est des choses qui vont pas se réparer facilement, qui vont poser de gros problèmes douloureux, diminution de la mobilité et troubles de croissance. Troubles de croissance qui peuvent être associés en articulaire, mais également en extra-articulaire par atteinte des cartilages de croissance, que ce soit donc qui vont créer des inégalités de longueur, là, comme l'image de droite, tout à fait à droite sur la diapo. Destruction articulaire, le genou que vous voyez là, c'est dans le cadre d'un tableau avec des infections multiples et une arthrite de genou qui n'avait pas été traitée pendant plusieurs jours. Articulation, rien de plus, et c'est terminé par une arthrodèse, c'est-à-dire un genou bloqué. Et puis, donc, une invalidité. Et puis, alors, ce qui est plus rassurant, c'est l'image qui est en haut, là, avec 2 petites, c'est quand c'est des enfants petits, en fait, ça se passe un petit peu mieux sur l'ostéomyélite. C'est-à-dire qu'on arrive à reconstruire de l'os grâce au périos, qui est ce qui fabrique l'os, essentiellement sur le diamètre.
Et donc, la partie nécrosée va disparaître quand c'est pas en articulaire et être remplacé par endocin. Et ça, c'est vrai que chez le tout petit. C'est pas si fréquent, tout ça. Sur les ostéomyélites chroniques, voilà un exemple assez typique d'une jeune fille qui a 15 ans, qui arrive de Guinée, qui était originaire de Guinée, qui passait souvent à l'hôpital. On ne sait plus très bien ce qui s'est passé parce que c'était tellement fréquent. Il y a eu des antibiotiques. Et puis, quand elle arrive en France, elle se plaint de douleurs chroniques avec des réveils nocturnes, donc un tableau qui fait penser que c'est des douleurs à prendre en compte et pas purement mécaniques. Et puis, les images que vous voyez là, quand on regarde d'abord la radio standard, bien sûr, la radio standard qui montre des trous dans l'os, avec autour un petit cercle, une petite condensation qui montre que c'est pas quelque chose de récent. Et en fait, quand on a fait l'IRM, on voit qu'il y a des zones de nécrose médulaire, et puis sur l'image en bas à droite, ce qui est blanc, c'est du liquide. En fait, c'est une collection liquidienne intra-osseuse. C'est ça qui fait mal parce que c'est pareil, ça met en tension l'os médulaire et donc il faut agir. Qu'est-ce qu'on a fait? Alors on est allé d'abord on a fait un bilan un bilan complet d'imagerie parce qu'en fait il y avait plusieurs localisations et donc une fois qu'on avait les localisations, il fallait aller faire des prélèvements bactériaux, donc ça vous avez vu ce qu'on a eu comme et puis surtout nettoyer toutes les zones malades parce que toujours pareil dans ces tableaux-là, si on traite pas toutes les localisations, celle qu'on ne traite pas va réinfecter les autres. Parce que du coup, il y aura toujours une pullulation, puisque c'est comme un abcès. Les antibiotiques n'arriveront pas à passer dedans. Donc, ça a été fait en 2 fois pour éviter d'alléser. Alléser, ça veut dire ramoner l'os. Et c'est pas très bon de en faire plusieurs en même temps, parce que ça peut créer des hyperpressions et des embolies graisseuses et septiques. Donc, on l'avait fait en 2 fois, vous avez vu, fémur, tibia, fémur, tibia, et en même temps le radius. C'est les 5 localisations en tout. Tout ça, il faut évidemment le drainer ensuite, parce que si on fait juste un passage, ça va se reproduire. Et une fois drainé, mis sous antibiotiques, et avec un programme d'échange transfusionnel, ça a permis de la guérir relativement facilement. Et sans séquelles. Une autre qui va pas très bien, c'est une jeune fille qui avait fait toutes ces infections multiples. Alors, vous voyez, les 2 hanches, les 2 genoux, avec des antibiothérapies pas forcément adaptées et sans chirurgie. Et donc, elle a détruit complètement toutes ses articulations. Et là, honnêtement, on n'a plus beaucoup de solutions. D'abord parce qu'elle était pas très petit format, des articulations détruites, des lésions cutanées même sur un des genoux. Et donc, la seule chose qu'on peut lui proposer, c'est d'essayer de la mettre dans une meilleure position, mais on va pas lui recréer des articulations. Ça n'existe pas. Et c'est des âges et des terrains où on n'a pas trop envie d'aller mettre des prothèses. Il faut imaginer aussi toutes ces articulations bloquées depuis longtemps ne sont plus motorisées par les muscles. Donc, on ne peut pas espérer d'avoir un bon résultat avec des prothèses. Par contre, c'est une enfant qui ne pouvait plus du tout s'asseoir. Hein. Elle était bloquée, les genoux en flexion, couchée. Plus assise, plus debout, couchée tout le temps. Et sur des enfants comme ça, d'abord, c'est pas très drôle. Et en plus, sur des enfants à faible poids, ça crée des lésions cutanées. Enfin, c'est compliqué. Donc, ce qu'on a pu faire, c'est lui proposer une chirurgie pour la remettre dans une position assise correcte. Elle se déplace et évidemment, elle est un peu déçue parce que ce qu'elle aurait voulu, c'est reprendre la marche et tout ça, mais quand on la voit régulièrement, on n'a pas grand-chose à lui proposer pour l'instant. Les séquelles très lourdes. Alors l'infection chronique, hein, donc là on a vu deux situations d'infection chronique. Alors la présentation clinique, déjà retenir la fièvre est absente, hein, puisque l'infection s'est chronicisée et la douleur peut manquer ou être présente. Tout dépend si l'infection, s'il y a un foyer osseux par exemple qui est fistalisé à la peau, bah, le pus peut s'évacuer à la peau et donc la douleur va céder. Hein, mais on a vu dans le premier cas, on a vu des grosses collections intra-osseuses qui pour le coup n'étaient pas fistulisées et là ça fait mal. Les signes inflammatoires locaux sont souvent absents.
Et on peut voir la fistulisation à la peau du foyer d'ostéomie chronique. Hein, ça donne des lésions cutanées qui vont couler de manière intermittente. Hein. C'est très très peu symptomatique. Les patients souvent ont ça depuis longtemps et se sont même habitués à voir ces fistulisations qui coulent plus ou moins. La gêne fonctionnelle, elle est variable, hein, on a vu. En cas d'ostéomyélite, finalement, elle n'est pas si importante que ça, l'ostéomie chronique. Mais bien sûr, en cas d'atteinte articulaire septique chronique, elle est très importante. Et puis, on peut avoir aussi, voilà. Donc, c'est très variable. La biologie est normale, hein, donc vous attendez pas à avoir de CRP élevé. La radiographie, là, pour le coup, elle est totalement pathologique. On peut faire des échos, mais s'il y a une suspicion d'épanchement, la scintigraphie osseuse ne va pas aider. Le scanner, pour le coup, est utile parce que là, le scanner va bien visualiser les zones d'ostéolyse et les séquestres osseux. Hein. Le séquestre osseux, c'est de l'os nécrotique mort, hein, qui apparaît très blanc sur le scanner et en fait, dont l'excision va faire partie du traitement chirurgical. Donc, il faut bien les visualiser. L'IRM également est utile. Hein. Donc, ces patients auront les IRM et scanners dans l'ostéomyélite chronique. L'IRM, elle va préciser la localisation de l'infection. Pour le coup, son étendue va guider le chirurgien dans son geste. Et parfois, on va faire une IRM corps entier pour des localisations multiples. Hein. Ça, je pense que ça apparaît pas encore dans le PNDS, mais ça peut être un intérêt. Quand contacter l'orthopédiste dans l'infection chronique? Dans l'infection chronique, il y a pas d'urgence, mais il faut pas essayer de les traiter par antibiothérapie isolée, un peu à l'aveugle, parce que on n'arrivera pas à s'en sortir. Ce qu'il faut, c'est qu'on fasse et quand on les voit nous, on se précipite pas dessus. Au contraire, on essaie de faire le tour complet en faisant un peu le bilan de tout ce qu'il y aura à faire pour faire un vrai programme chirurgical, comme vous avez vu sur la petite laquelle est 5 localisations, en prenant le moins de risques possible pour sa santé et puis en tenant compte aussi de la fragilité du terrain. Et puis l'autre intérêt, c'est toujours le même, c'est de pouvoir orienter l'antibiothérapie en fonction de... C'est ça. Donc, pas d'antibiothérapie, surtout dans les formes chroniques, avant la chirurgie. Hein, ça serait totalement inutile. Ce serait probablement inadapté. Vous savez pas ce que vous allez retrouver dans les foyers profonds. Les bactéries peuvent être résistantes à pas mal d'antibiotiques. Et en plus, si vous commencez les antibiotiques, vous prenez le risque de négativer les cultures des prélèvements. Hein, on a vraiment besoin, c'est des formes qui sont difficiles à traiter. On a besoin de bactéries à traiter et d'antibiogrammes complets. Et sur les séquelles orthopédiques, alors nécrose de hanche, ça peut être hors infection, hein, bien sûr, dans la drépanocytose. Mais sinon, que ce soit au niveau de la hanche, de l'épaule, c'est des choses qu'il faut qu'on suive comme les inégalités de longueur parce qu'en fait, on a la chance quand même de s'intéresser à des enfants et donc la croissance peut changer les choses. Et donc, il y a peut-être des moments où on va pouvoir proposer quelque chose pour traiter l'inégalité de longueur, la déviation dans des conditions correctes. L'orthopédie pédiatrique, nécessite toujours un suivi pour trouver le bon moment pour faire la chirurgie. Donc, c'est pour ça que c'est important de connaître ses enfants, de voir de quoi ils se plaignent et de les revoir, même si on n'a pas trop d'idées, comme je vous expliquais sur la petite qui a des séquelles majeures. Pour peut-être à un moment dire, tiens, là, on peut peut-être faire quelque chose pour l'aider sur le plan fonctionnel pour certaines activités. Peut-être qu'à un moment, elle préférera avoir une position différente. Enfin, tout ça, ça nécessite un vrai suivi, toujours avec l'idée d'améliorer la fonction, une fois que c'est traité sur le plan fonctionnel. Voilà, dans l'ostéomyélite chronique, avant, on fait un bilan pré-chirurgical qui est complet, hein, qui comporte scanner, IRM de la zone touchée. Il faut mettre ces patients en condition avant la chirurgie. Donc, s'ils arrivent dénutris, il va falloir les renutrir avant de les opérer. Hein. Les chirurgies n'est pas urgente, hein, donc ça peut être des enfants qu'on va mettre dans un centre de rééducation pour les renutrir et pour faire une nutrition entérale, un programme assez intensif. Hein. Et puis vont se mettre en place après discussion des échanges transfusionnels avant la chirurgie, parce que là la chirurgie pour le coup c'est des interventions qui peuvent être longues, qui peuvent être comporter plusieurs temps chirurgicaux. Non, c'est des chirurgies lourdes. L'urgence dans la drépano, la seule urgence c'est l'arthrite sur le plan chirurgical, c'est tout.
Tout le reste, on n'est pas pressé et il faut pas se lancer dans des chirurgies sans préparation parce que sinon c'est une sorte de cercle vicieux. On traite une localisation et c'est l'autre qui va reparler. C'est essentiel de bien les préparer. Et je pense sincèrement que le pronostic la diminution des séquelles ne dépend pas tellement de la chirurgie, elle dépend du terrain, de la préparation pré-chirurgicale, et ça, c'est le côté médical, comme tu disais. Alors, en conclusion, ce que vous devez retenir, c'est que les infections ostéo-articulaires sont graves, elles peuvent être très complexes et responsables de complications invalidantes. Il y a de multiples difficultés, d'une part au diagnostic, d'autre part à la prise en charge médicale, dont l'antibiothérapie dont Mathilde vous a parlé, et la prise en charge chirurgicale. Tout cela nécessite une coopération étroite entre microbiologistes, radiologues, chirurgiens, infectiologues et drépanocytologues, d'où l'intérêt des centres experts qui regroupent tous ces médecins et qui peuvent faire des réunions de RCP. En Île-de-France, donc on a parmi d'autres le centre de référence de la drépanocytose et le cryoac pédiatrique de Trousseau, dont on vous a mis les adresses mail. Voilà. Et donc, vous retrouvez tout ce qu'on vient de dire en résumé dans le PNDS 2024 que vous voyez ici. Alors, on va répondre aux questions. Oui, exactement. Alors, il y en a une. Du docteur Daïwa. J'aimerais savoir quelles sont les options de prise en charge possibles au stade de séquelles. Ça, faut devenir orthopédiste pour savoir ça. Il y a plein de solutions. Il y a des solutions de traiter une inégalité de longueur, par exemple, qui est le plus simple. C'est freiner la croissance du côté plus long. De temps en temps, j'ai pas trop insisté là-dessus parce que les indications sont pas faciles à poser. On peut éventuellement faire des prothèses. Prothèse totale de hanche, prothèse totale de genou, mais tout ça, c'est des indications d'orthopédiste. Je vais faire le chirurgien moyen, les indications opératoires en chirurgie, c'est le chirurgien qui les pose. Faut pas montrer les malades en disant il y a une indication opératoire. Vous voyez les malades en disant il y a un problème orthopédique, donc on montre un orthopédiste. Une deuxième question, toujours du docteur Daïwa. Si on a d'emblée une bactériologie qui est sensible à la cipro, doit-on toujours la réserver pour le relais? Dans notre expérience à Conakry, nous faisons directement la cipro perfusable avec de bons résultats. Oui, mais après, c'est vrai que on aime bien introduire les quinolones quand on est certain que l'infection est contrôlée. Et effectivement, c'est souvent quand l'infection est contrôlée, c'est souvent le temps du relais oral. Hein, donc après, voilà, bien sûr, vous pouvez le faire comme ça, mais c'est vrai qu'actuellement, on a vraiment, en tout cas clairement, ciprofloxacine sur identification de la bactérie et antibiogramme qui montre que la bactérie est bien sensible à la ciprofloxacine. Ah, question, pardon. En cas d'ostomyélite, du docteur Claire Guichon, en cas d'ostomyélite, préconisez-vous une durée minimum d'antibiothérapie 4 ou est-ce en fonction de la clinique? Alors, la durée de traitement antibiotique dans les ostéomyélites, c'est vrai que chez le patient drépanocytaire, on fait souvent du 6 semaines. Hein, contrairement aux patients non drépanocytaires, hein, l'ostéomyélite aiguë simple de l'enfant non drépanocytaire, on est sur des durées de 3 semaines. C'est vrai que chez le patient drépanocytaire, à cause de la pathologie osseuse, qui est quand même sous-jacente, on rallonge à 6 semaines dans les cas simples, au total, IV et oral. Et parfois, vous voyez, par exemple, la petite qu'on vous a montré avec son ostéomyélite chronique, on a été jusqu'à 3 mois de traitement. Après, au-delà, ça ne semble pas très raisonnable. Hein, c'est-à-dire que si on est encore à avoir des douleurs, et surtout, voilà, en plus, il faut quand même que le patient aille bien. Hein, c'est-à-dire que clairement, si l'évolution n'est pas favorable, ça sert à rien de rallonger les antibiotiques. Hein. Bonjour.
Excusez-moi, c'est le docteur Dinchamp. En fait, c'était intraveineux. Est-ce qu'il y a une durée minimum? Parce que nous, effectivement, on les traite toujours au minimum 6 semaines. Mais est-ce que vous préconisez une durée minimale à les laisser en intraveineux? Parce que nous, c'est toujours ça un peu la question qu'on se pose, c'est combien de temps on les laisse en IV? Quand est-ce qu'on fait le relais Péros? Donc, est-ce que vous préconisez vraiment d'être sur de la clinique ou par exemple, est-ce que vous faites minimum 15 jours IV et ensuite relais Péros? C'était un petit peu ça l'idée de ma question. Excusez. En fait, on fait comme pour les autres enfants atteints d'infection articulaire, c'est-à-dire qu'on fait le relais oral lorsque l'évolution clinique est favorable. Donc en général, ça peut être, alors ça dépend. Donc ça dépend des situations. Des fois, ça peut prendre du temps et si ça va bien, on peut faire un relais oral assez précocement, hein, au bout de 5 à 7 jours. Et vous êtes d'autant plus à l'aise, bien sûr, que vous avez une bactérie et un antibiogramme qui vont vous indiquer que votre antibiothérapie sera efficace, hein. Mais il n'y a pas de durée minimale intraveineuse. Maintenant, enfin, sur les protocoles d'antibiothérapie des infections articulaires, clairement, on suit l'évolution clinique. Ça, c'est vraiment important. Si ça va bien, on peut faire le relais oral. Merci beaucoup. Bonjour, c'est Alizée Djabour à Saint-Denis. Avec le compte d'Aurore, j'avais juste une petite question sur les collections sous périostées dans le cadre des CVO. Est-ce que c'est des enfants que vous continuez à voir et surveiller sur le plan de l'imagerie? Et en combien de temps on peut voir une amélioration? Parce que dans le cas clinique, l'image, elle était quand même assez impressionnante. Oui, l'image était impressionnante, mais au moment de l'image, l'enfant allait bien. Ok, En fait, l'enfant allait bien, donc en fait, l'évolution de cet enfant a été finalement assez rapidement favorable. Et c'est pour ça qu'on s'est permis d'arrêter les antibiotiques. En plus, on avait vraiment une localisation purement diaphysaire de la crise vaso-occlusive osseuse avec une collection qui était suspendue à cette anomalie. Mais ouais. je reconnais très bien que c'est pas facile de prendre cette décision. Et puis parfois, et là, vous voyez, elle a même pas été opérée puisque finalement, elle allait déjà très bien. Donc là, pour le coup, elle allait bien, c'est-à-dire qu'elle marchait, hein. Ok. Donc là, on n'allait pas la confier aux chirurgiens, je pense qu'ils n'auraient pas été d'accord. De toute façon, c'est gauche, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. En plus, on peut pas. La question souvent qu'on pose quand on fait des petits topos comme ça, c'est mais à partir de quel décollement, enfin quelle quantité de dépenchement sous périostée il faut intervenir. On sait pas. On sait pas. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est la clinique. La clinique, ouais. Ok, merci beaucoup. Une autre question de Monsieur Doufari ou Madame Doufari. À partir de quel âge on pose des prothèses de hanche chez l'enfant? Quand ils ont fini de grandir. Donc ça dépend. En plus, chez des drépano, souvent, ils ont quand même un retard d'âge osseux évident, donc c'est très variable. Ok, merci. Alors, il y a le docteur Daliwa qui demande également s'il y a des RCP pour présenter les cas. Alors, l'ensemble des RCP qui sont disponibles dans le cadre de la prise en charge des patients drépanocytaires, elles sont disponibles sur le site de la filière MCGRE. Mais là, comme ça, je peux pas vous répondre pour vous dire s'il en existe une spécialement sur la prise en charge ostéo-articulaire. Pour la filière, il y a des RCP plus générales, en fait, de drépanocytose. Et en plus de ça, il y a les RCP cryoac qui sont pas focalisés sur la drépanocytose, mais qui sont plus focalisés sur les infections. Alors, j'ai d'autres questions. Quelle est la posologie de ciprofloxacine préconisée chez le patient drépanocytaire? Et une autre question, quelle alternative en cas d'allergie à la céfotaxime? Alors, la posologie ciprofloxacine, on commence par le plus facile. C'est 45 mg kg. 45 mg kg. Et après, il est quand même recommandé de faire des dosages, la ciprofloxacine, donc des dosages sériques si c'est possible. Et ça va vous permettre d'adapter au mieux la posologie parce que parfois, on va augmenter. Hein, donc, c'est au minimum 45 mg kg. Alors après, les allergies aux céfotaxines, d'abord, honnêtement, c'est un cas de figure exceptionnel. Les allergies aux céphalosporines de 3e génération sont exceptionnelles. Et en fait, il n'y a pas de recommandation particulière
en cas d'allergie. Hein. C'est même pas dans les recommandations. C'est compliqué. Hein. C'est une grosse perte de chance. En fait, il y a beaucoup de... Ce qu'il faut quand même, il y a souvent des fausses allergies. Quel est donc ce petit carnet? Faut expliquer. Eh ben donc c'est le nouveau PNDS drépanocytose enfant qui a été actualisé et qui a été publié en mars 2024, dans lequel vous retrouverez différents chapitres et dont un chapitre qui correspond à ce webinaire sur les infections osteoarticulaires. Donc, on est bon, je vous avais plein de merci pour votre Merci présentation beaucoup. intéressante, enrichissante. Voilà. Merci.